La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La charrue avant les bœufs. Ça faisait longtemps, on le sait, mais ce petit temps de pause nous a permis de vous concocter une future saison 3 aux petits oignons. En attendant cette future rentrée, je vous laisse avec Olivier pour un épisode qui porte sur la pisciculture avec le cas particulier de la Dombes. Alors bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La charrue avant les bœufs, ce podcast où on vous parle d'agriculture, d'alimentation et d'environnement. Et aujourd'hui, on va vous parler spécialement de la pisciculture. On va aborder ce sujet au travers d'un projet européen qui s'appelle Ponderful, qui est mené ici à l'Isara, dans lequel on questionne le rôle des étangs et des paysages où il y a des étangs pour le fonctionnement de l'environnement, et notamment dans le cadre du changement climatique. Alors pour parler de ça, on va s'intéresser aussi plus spécifiquement à un territoire très proche de Lyon, ici à l'Isara, la Dombes, on va y revenir. Mais je vais tout de suite commencer par vous introduire notre premier invité, Jacques-Aristide Perrin, chercheur à l'Isara, qui va se présenter et nous expliquer un petit peu concrètement la Dombes. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on y fait ? Bonjour Jacques. Bonjour Olivier, en effet, je m'appelle Jacques-Aristide Perrin, je suis géographe, chercheur en sciences humaines à l'Isara et je suis un des chercheurs impliqués dans le projet européen Ponderful. Alors, nous allons donc parler de la pisciculture en territoire de la Dombes. La pisciculture, c'est on produit du poisson. On produit du poisson, tout à fait, dans un territoire, dans un espace. Et on va prendre le cas pratique de la Dombes, qui est située dans le département de l'Ain, entre Bourg-en-Bresse et Lyon du nord au sud, et la rivière Saône et la rivière d'Ain d'ouest en est. D'une superficie d'environ 1000 km², la Dombes est un territoire qui comprend à la fois des étangs, des terres arables, des prairies, des forêts, mais également bien sûr des zones d'habitation avec une trentaine de communes, dont Villars-les-Dombes qui accueille notamment le parc des oiseaux. Donc des étangs, il y en a beaucoup ? En effet, oui, on les estime à peu près à 1 millier, 1100 environ, donc des plans d'eau, avec une superficie moyenne de 10 hectares et une relative faible profondeur d'eau, si on compare ça au lac par exemple, qui va de 70 à 1,20 m d'eau. Et on retrouve tout ça là-bas parce qu'il y a un terrain particulier, il y a des creux, c'est en pente, on met de l'eau facilement, c'est ça ou comment ça se passe ? Alors, c'est une longue histoire qui remonte en fait au Moyen-Âge, du temps des seigneurs de la Dombe, qu'ils soient ecclésiastiques ou propriétaires terriens en fait, qui ont justement profité de ces caractéristiques topographiques de ce territoire-là, à savoir une quasi-absence de pente, mais également des sols argileux caractérisés par leur imperméabilité. Avec des conditions géographiques adaptées qui ont permis justement de créer ces milieux-là, mais également tout un ensemble d'infrastructures qui comptent également dans la structuration et le mode de gestion de ces étangs. Par exemple, on peut faire référence à de nombreux fossés qui font circuler l'eau entre les étangs. Également, pour assurer les bonnes conditions du fonctionnement des étangs, il y a également des digues, évidemment, pour retenir l'eau, un système d'alimentation d'eau. Il y a beaucoup d'ouvrages dédiés au réseau hydrographique. Tout à fait, dont également le tout, qui sert en fait plus ou moins à vider lentement l'eau des étangs. On en reparlera tout à l'heure, c'est important notamment dans le cadre des pêcheries justement, et de retenir les poissons pour ensuite les prélever. Tout ce territoire et ces étangs, en fait, ils intéressent aujourd'hui, par exemple dans le cadre du projet Ponderful dont je parlais, ça intéresse les chercheurs parce que c'est un terrain privilégié pour l'environnement et la biodiversité. Il y a un rôle clé là-dessus. Oui, tout à fait. À ce sujet justement, en fait, c'est un milieu naturel ou semi-naturel, avec des conditions justement de développement de différentes espèces, la végétation, la faune, etc. Donc qui crée un biotope adapté justement au fonctionnement de la pisciculture. Alors dans le cadre de Ponderful, il y a d'autres territoires d'études, mais en France c'est le cas de la Dombes, et à tel point que justement la qualité de ce milieu a été reconnue en 2006, puisque un périmètre restreint de la Dombe a été classé comme zone Natura 2000. Par rapport à sa faune et sa flore exceptionnelles. Et ces étangs-là, donc oui, servent
servent majoritairement à la pisciculture avec une production commercialisée de poissons, et on en parlera justement tout à l'heure de quel type de poisson. D'accord, mais donc associé à un environnement, une biodiversité, et donc tu nous le disais tout à l'heure quand on en discutait, c'est vraiment vous qualifiez ça comme un terrain de multifonctionnalité. Ouais. Et même y compris en termes de tradition, de culture, il y a un poids très important de la pisciculture dans ce terrain-là, quoi. Tout à fait, oui, ça fait des siècles que la pisciculture est pratiquée dans ce milieu-là, hein, avec des manières propres, particulières, culturelles également, on reviendra dessus dans cet épisode, j'espère. Et un des traits distinctifs en fait, de cette pisciculture, elle est appelée extensive par rapport à d'autres territoires piscicoles en France, en Europe, avec une alternance des périodes de mise en eau et d'assec. Ah bah très bien, on va revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui comment ça fonctionne un étang. Alors, pour ce podcast, les auditeurs, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est de discuter justement en premier de cet axe fonctionnement de la production de poissons avec l'environnement. Est-ce qu'un pisciculteur il doit faire des compromis par rapport à ça? Comment il gère ces deux thématiques-là? Et on se posera la question, comment aussi il interprète, il conçoit, il est en situation de risque ou non vis-à-vis du changement climatique qui peut changer des choses. Alors on va vous présenter les 3 autres invités, on est nombreux aujourd'hui pour discuter de ça. On a Joël Robin. Joël Robin, bonjour, je te laisse te présenter, tu es aussi de l'ISARA. Oui, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA depuis 23 ans et donc je travaille sur les étangs depuis le début de mon doctorat, puisque je fais un doctorat sur les étangs de la Loire, mais on travaille aussi sur les étangs d'Ombis depuis le début des années 2000 à l'ISARA. Je connais bien la Dombe parce que j'y suis né et que j'y vis encore. Un natif. Voilà, un natif. Et puis la Dombe m'a certainement donné envie de faire le métier que je fais, qui est le métier d'hydrobiologiste. Eh bien, bienvenue Joël. Ensuite, à ma droite, j'ai Jules Blanc. Bonjour Jules Blanc, je te laisse te présenter aussi. Bonjour, donc je suis le conseiller piscicole de l'association de promotion du poisson des étangs de la Dombe. Je fais du conseil à l'élevage, des formations pour les pisciculteurs d'étangs, et puis je collecte aussi les réseaux de référence techniques et économiques au niveau de la Dombe. Donc je connais bien la production dombiste en pisciculture d'étang sur les plans techniques, mais je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, bienvenue, merci beaucoup. Et enfin, notre 4e invité, François Guillemin. François, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc François Guillemin, je suis citoyen du monde, biologiste, et je suis le secrétaire de l'APED, qui est notre association de promotion de poissons d'étang de la Dombe. 2 mots sur cette association. C'est une association qui vise à valoriser les poissons d'étang qui sont aujourd'hui un peu délaissés. On va pêcher dans des mers des poissons à 1000 mètres de profondeur et on ne mange plus les poissons qui autrefois étaient la source de poissons de la région lyonnaise. Alors l'APED est supportée très fort par le département de l'Ain et par la communauté de communes de la Dombe. Et elle nous aide, l'APED flèche les fonds pour améliorer les pratiques piscicoles et les ouvrages piscicoles en Dombe. Je pense que c'est important de le dire parce que sans le soutien, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Voilà. Et donc j'ai une longue histoire avec la Dombe. J'y allais quand j'étais enfant et c'est une région formidable. Un deuxième, mais pas un vrai. Eh ben, bienvenue à tout le monde. Alors on va commencer. Je vais tout de suite t'interroger, Jules Blanc, justement pour que peut-être en tant que tu passes énormément de temps sur le terrain du coup avec les pisciculteurs. Comment ça marche le fonctionnement d'un étang piscicole? Quand est-ce qu'il y a du poisson? Quand est-ce qu'on le pêche? Quand est-ce que c'est vide? Quand est-ce que c'est plein? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est une vaste question. Alors, en gros, comment ça marche? On va mettre du poisson dans les étangs dans des quantités données, maîtrisées et connues en début de saison. Donc, ça peut être durant l'hiver ou au printemps. Et pendant toute la saison, ce poisson va grossir dans les étangs en mangeant la ressource qu'il va trouver dans l'étang. Donc, c'est principalement du zooplancton. Joël parlera peut-être un peu de la chaîne alimentaire des étangs. Mais voilà, le poisson se nourrit dans son milieu d'élevage. Arrivé à l'automne, le poisson a grossi, on va vider l'étang. Le poisson s'accumule dans la zone la plus profonde de l'étang, qui est juste devant la digue. Donc quand on dit vider l'étang, c'est en gros, je simplifie, on ouvre une trappe, on ouvre une vanne et l'eau part en aval. Voilà, il n'y a pas un siphon au fond, quoi. Et donc le poisson s'accumule devant la zone la plus profonde de l'étang. On passe des filets de différentes mailles de manière successive pour retirer les poissons au fur et à mesure. Ils sont triés par espèce, par taille, et chargés dans des camions en cuves oxygénées, avec de l'eau et des cuves oxygénées. Tout le poisson part en vivant.
et il est ensuite revendu. Alors les carpes que l'on produit majoritairement dans les étangs de la Dombe, en mélange toujours avec d'autres espèces, les carpes, quand elles font le poids marchand entre 1,2 kg et 3 kg, vont partir à la transformation pour la consommation humaine. D'accord. Et le reste, toutes les autres espèces, donc le brochet, la tanche, les gardons, les rotangles, vont partir plutôt pour les sociétés de pêche à la ligne, pour le repeuplement des rivières ou des étangs ou des lacs au niveau français. Ok. Et alors un point peut-être important, vous allez mentionner, vous l'avez déjà fait un petit peu cette idée de chaîne d'étangs. C'est-à-dire que là tu parles d'un étang mais qui n'est pas forcément isolé, il est en connexion avec d'autres étangs et l'eau peut circuler de l'un à l'autre, c'est ça ? Tout à fait. En fait, ce qui est caractéristique de la Dombe, c'est que l'alimentation, la seule source d'alimentation des étangs, c'est l'eau de pluie et de ruissellement. On a un terrain qui est très argileux, mais il n'y a pas de rivière sur le territoire. Et donc, il y a tout un réseau de fossés qui captent l'eau qui tombe sur le territoire, qui l'achemine à des étangs. Et les étangs entre eux sont connectés par des réseaux de fossés. Assez complexes d'ailleurs, avec souvent des systèmes de bâtards d'eau, d'empellement qui permettent d'envoyer l'eau d'un étang à un autre ou dans une direction donnée. C'est assez intéressant, c'est très ancien comme système. Et donc quand on vide un étang, l'eau va dans un autre étang potentiellement. Tout à fait, on parle de chaîne d'étangs, c'est-à-dire que généralement les étangs se vident les uns dans les autres. D'accord, très bien. Merci pour ce point, je pense important, parce que c'est vraiment pas forcément un fonctionnement qu'on a en tête. Joël Robin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu es chercheur, le fait de travailler sur cette fonction, ce compromis, ce lien entre produire du poisson et s'intéresser à l'environnement, à la biodiversité ? Où sont les liens ? Ah oui, très clairement, à l'ISARA, on a envie de travailler sur ce qu'on appelle l'agroécologie, donc l'interface d'un milieu entre sa valorisation de production, son service de production, mais aussi son service de conservation de la biodiversité. Et les étangs sont un parfait exemple de cela, à savoir que nous, on essaye d'étudier une approche très fonctionnelle, comment fonctionne une chaîne alimentaire dans un étang. Donc la chaîne alimentaire, c'est l'enchaînement des espèces qui vont se nourrir les unes des autres jusqu'à produire du poisson ou attirer des oiseaux. Ce qui est un peu tout le haut de la chaîne alimentaire. Classiquement, ça part grosso modo des planctes ou des algues jusqu'à des super prédateurs. Un peu, voilà, c'est ça. Donc un peu de soleil, d'azote, de phosphore, de carbone, et on fabrique de la matière végétale, donc soit des algues microscopiques, soit des plantes aquatiques qui sont dans l'eau, mais ça peut être aussi des roselières autour. Donc tout ça, finalement, fonctionne sur les mêmes ressources. Et derrière, la photosynthèse. Voilà. Et pour simplifier un peu la chaîne qui va au poisson, les algues microscopiques utilisent ces ressources pour produire un peu la chaîne qui va au poisson, à savoir le zooplancton. Donc le zooplancton, ce sont des petits crustacés, des vers qui vont permettre d'alimenter eux-mêmes le poisson, la carpe en particulier, mais aussi tous les poissons qu'on appelle les cyprinidés, c'est-à-dire ce que disait Jules avant, le gardon, le rotangle, la carpe. Donc on a cette chaîne alimentaire spécifique du poisson. Et en fonction de comment on gère son poisson, finalement, on joue sur toute cette chaîne alimentaire, donc ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Tout à fait, comment on entretient son étang, comment on gère la densité de poissons qu'on met en fonction finalement d'un potentiel de production d'un étang, c'est une partie de cette chaîne alimentaire. Le reste étant dans la grande chaîne alimentaire plus large que celle unique qui va aux poissons, c'est toutes les communautés qui vont servir plutôt de support pour la biodiversité. On parle de plantes aquatiques, bien sûr, j'en ai parlé, c'est un peu les concurrents des algues et on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça peut être aussi évidemment les oiseaux, ça peut être les libellules aussi, qui sont une communauté spécifique un peu qui permet d'identifier ce rôle de conservation de biodiversité. J'imagine que pour protéger tout ça, voir comment ça marche, déjà il faut bien les connaître, ces communautés. Oui, c'est clair, et donc on n'est pas tout seul pour étudier ça, bien sûr, il y a des spécialistes des libellules, nous on n'est pas spécialistes de tout. De chaque individu. Alors je me tourne vers François Guillemin. François Guillemin, tu es pisciculteur. Qu'est-ce que ça veut dire ce lien avec l'environnement ? Est-ce que par rapport à ce que vient de dire Joël, il y a finalement des bonnes pratiques qui vont être mises en place pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'environnement ? Oui, donc je suis pisciculteur en Dombe depuis bientôt 30 ans. J'ai 3 étangs,
15 hectares d'étang. Et il y a deux choses. Donc il y a la pratique piscicole et puis il y a l'écosystème de l'étang. Donc je vais d'abord parler de la pratique piscicole. Donc au niveau de la PED, on promeut des règles pour bien produire du poisson en respectant l'environnement. Ça se traduit par quoi ? C'est pêcher l'étang pendant 3-4 ans de suite. Tous les 3-4 ans, le mettre en assec. Donc une période où il est vide. Où il est vide et où il va être cultivé. Alors, pour ma part, donc en période d'assec, c'est de l'avoine, c'est du maïs pour ensilage, cultivé en évitant de mettre des pesticides, puisqu'on va remettre de l'eau et des poissons. D'accord. Donc pour bien préciser cette notion, qui est peut-être pas évidente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer l'étang vide, et au fond de l'étang, sur le sol de l'étang, on va implanter une culture. Voilà, et le jour de la récolte, au fond de l'étang, il y a des moissonneuses, il y a des batteuses, il y a des ensileuses qui viennent avec une noria de tracteurs. Donc, c'est plus les libellules, mais c'est des grosses machines. D'accord. Et donc, tout ce qui se passe au niveau des cultures, comme tu le dis, ça va impacter potentiellement la suite, la remise en eau de l'étang. Ouais. Et donc et ce qui est merveilleux, c'est qu'après une année en assec, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie. Tout est foutu, et on remet de l'eau. Et la vie reprend. Et la vie, et c'est merveilleux. Et ça laisse des raisons d'espérer de la nature. Alors, Jules Blanc, tu parlais justement de cette période d'assec tout à l'heure comme une période en fait clé pour la gestion des flux dans l'écosystème. C'est-à-dire que c'est important. Oui, tout à fait. En fait, alors cette pratique de la sec, elle a une origine au départ historique. Au Moyen-Âge, le simple propriétaire d'un fonds de vallée pouvait du jour au lendemain décider de faire une digue et de construire un étang. Et du coup, il en noyait la totalité des terres en amont. Donc, la pratique de la sec, c'était de dire on va restituer au bout de 2 à 3 ans de poisson les terres aux propriétaires du sol. L'eau et le sol n'appartenaient pas à la même personne. Et donc, pour dédommager la personne qui était propriétaire du sol, on lui permettait de cultiver pendant 1 an ou 2 ans même l'étang. Et cette pratique a perduré. Alors, ça c'est l'origine historique, mais par contre, au niveau écologique, on s'est aperçu que cette assec avait une très très grosse importance pour le fonctionnement de l'étang. En fait, ça permet vraiment de recycler la matière, de rajeunir l'écosystème. Enlever l'eau pour un étang, c'est quand même une grosse perturbation. Ça permet de réaliser aussi des travaux d'entretien, de curage de la boue, du bief et de la pêcherie, par exemple. Et puis rajeunir, ça veut dire, par exemple, le fait de curer ce qu'il y a au fond de l'étang, c'est... Pas tout à fait. Le curage est plus là pour permettre une récolte dans de bonnes conditions quand on fait du poisson ensuite, que ce ne soit pas trop envasé. Mais le fait de faire une culture, de travailler le sol, d'apporter de la chaux dans les étangs pendant 1 an, va recycler la matière organique. En fait, les bactéries vont travailler et transformer la matière organique morte au fond de l'étang en azote, en phosphore, en carbone, et maintenir l'étang dans un état productif. Très bien. Donc François Guillemin, est-ce que finalement ce lien avec la biodiversité, je vais le résumer comme ça, l'étang, est-ce qu'il y a autour de l'étang, c'est un écosystème. Et donc comme écosystème, c'est un habitat pour beaucoup d'organismes vivants différents. Est-ce qu'il y a des habitats entre guillemets favorables pour telle ou telle espèce que tu cherches à avoir sur tes étangs, ou au contraire un habitat que tu vas chercher à maîtriser parce que ça va ramener des espèces que tu ne veux pas? Comment on gère ça? Je ne sais pas si jamais on peut maîtriser la nature, mais on peut faire en sorte qu'elle y soit bien. Et l'étang donc trésolière, il a été travaillé avec des gens de ce qui est maintenant l'OFB, de façon à ce la nature y soit bien. Et pour autant, en essayant de préserver une production piscicole raisonnable. Donc dans l'étang, il y a des zones de haut fond, il y a des îles. Les pentes sont en pente douce, de façon à ce que les oiseaux et les animaux, de façon générale, y soient bien. Les animaux, c'est un peu comme les humains, ils vont dans leur zone de confort. Donc dans l'étang, les parties peu profondes de l'étang, on va avoir plutôt des canards barboteurs. Dans la partie profonde, on va avoir des canards plongeurs. Et depuis que ces travaux ont été faits, je trouve que la nature y est bien. Il y a des plantes qui apparaissent, qui sont rares. Comment ça s'appelle la marsilée. La marsilée. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles apparaissent. Et donc, j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive, de concilier une production piscicole correcte, une protection de la nature, de l'environnement. Par exemple, depuis quelques années, j'attends, pour l'essentiel, je laisse pousser l'herbe. Et depuis que je fais ça,
j'ai beaucoup plus de libellules, mais je revois des grosses sauterelles, j'en avais plus vu, donc c'est important. Et les canards nichent, ils peuvent pas nicher sur un green de gazon, un green de golf. Donc c'est important de laisser des conditions où certaines espèces pourront bien se développer. Et j'ai une pratique très limitée de la chasse aussi. Alors justement, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Peut-être, Joël, tu peux nous dire des choses là-dessus. On parle de raisonner, de limiter, on a même entendu peut-être extensif. Globalement, on a l'impression que ce lien avec l'environnement, chez vous, il fait écho à un niveau d'intensification de la pratique de la pisciculture, c'est-à-dire la manière avec quel degré de sévérité, quelque part, on va vouloir produire du poisson, en termes de quantité ou même de pratique qu'on va mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire, Joël, et c'est quoi la différence entre finalement cette pisciculture extensive ou très intensive ? Oui, en Dombes, c'est effectivement extensif. On estime que la densité de poissons au mètre cube, c'est de l'ordre de quelques dizaines de grammes, enfin entre 80 et 100 grammes par mètre cube. Pour donner une idée, si on se confronte et qu'on compare à d'autres systèmes de production beaucoup plus intensifiés, on peut aller par exemple sur une salmoniculture de truites, mais qui est que des truites, que monospécifique, il n'y a que des truites qui sont produites. On peut aller à 30 kilos par mètre cube, donc tu vois qu'on n'est pas du tout dans le même... 30 kilos contre les dizaines de grammes dont tu parlais. Voilà, et puis évidemment dans des systèmes chinois intensifiés, je passerai, mais on peut atteindre les 200-250 kilos au mètre cube. Donc là, ça veut dire des poissons collés à d'autres poissons. Tout à fait. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans ce même système intensifié. Un système intensifié voudrait dire qu'on est obligé de contrôler un peu les intrants et ce qu'on fait, notamment en termes d'oxygène. Une salmoniculture est toujours oxygénée. Est-ce que tu peux préciser les intrants, ça veut dire... C'est quoi déjà, qu'est-ce que c'est et c'est quoi la différence de pratique du coup ? Alors, les intrants, c'est notamment pour une pisciculture qui serait un peu intensifiée, d'alimenter le poisson avec un aliment exogène, c'est-à-dire un aliment du commerce. On amène un aliment pour poisson dans l'étang. Tout à fait. Nous, en étang, on n'est pas du tout là-dessus, à part pour, en gros, passer des périodes où l'étang ne produit pas, puisqu'on a la base de dire avec Jules que 60 à 75% de la croissance du poisson doit être assurée par son milieu et non pas par un aliment exogène. Autrement, on dépense trop d'argent pour avoir une rentabilité de l'activité. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un fonctionnement de milieu, d'aménager ce milieu le mieux possible pour qu'il produise certes le plus, mais en respectant évidemment ses équilibres. Et bon, je parlais d'autres intrants plus adaptés à la pisciculture extensive, c'est de Cholet. Donc la chaux, elle va servir à quoi pour un étang ? La chaux, c'est clairement pour remonter des pH qui sont très acides dans un milieu très argileux qu'on a en Dombes. Donc pour produire du poisson, il faut quand même avoir un peu de calcium pour que le poisson lui-même puisse croître, puisque c'est un poisson est un poisson osseux, comme nous, il fabrique quand même un peu des os. Et si on n'a pas cette ressource calcique, de calcium, le poisson ne peut pas vraiment croître comme il faut en tout cas. Et puis il y a d'autres aspects qui sont plus liés à la pisciculture, mais tout en restant très, très mesuré, c'est de fertiliser pour apporter de l'azote notamment, qui peut manquer dans les étangs, mais pas pour en mettre trop, pour en mettre juste ce qu'il faut pour avoir un fonctionnement correct, pour aussi assurer des ressources, dont le zooplancton, des ressources naturelles pour le poisson. D'accord. Donc ça, Jules, c'est quelque chose que tu pilotes, conseilles, observes au quotidien, c'est-à-dire ce niveau de pratique raisonnée pour faire fonctionner un écosystème. Oui, en fait, ce que je répète souvent à mes pisciculteurs, c'est qu'on est en train de gérer un écosystème, pas vraiment un cheptel, et finalement, il vaut mieux fertiliser l'étang, le choler, et pour équilibrer son fonctionnement et faire en sorte que les flux de matière se passent bien, plutôt que d'apporter de l'aliment pour faire grossir le poisson de cette manière-là. Donc on peut faire des apports de chaux, il y a différents produits qui existent. On peut faire aussi au niveau de la fertilisation des apports de fumier. Voilà, c'est des pratiques qu'on rencontre assez régulièrement. Et puis comme Joël le disait, dans les périodes où il n'y a pas beaucoup à manger, on peut apporter un complément alimentaire. Donc souvent c'est des aliments à base de céréales. D'accord, donc plutôt quelque chose, on va appeler ça avec un peu les mots de l'agriculture, du raisonné plutôt que du systématique. Peut-être
aussi quelque chose, parce qu'à vous écouter, on a l'impression aussi que quand même quelque part c'est facile. Est-ce que sur le terrain, c'est quelque chose pour lequel il y a une bonne entente entre tous les pisciculteurs, cette chaîne d'étang, elle est à gérer facilement? Comment vous gérez finalement le fait que tout le monde n'a peut-être pas envie de produire de la même façon? Alors, on a effectivement des usages locaux sur l'utilisation de l'eau. Le pisciculteur est seulement utilisateur de l'eau, il n'en est pas propriétaire. Comme je vous expliquais, il y a des réseaux d'étangs connectés entre eux. Donc pour une bonne gestion de l'eau, on respecte les us et coutumes de la Dombes. C'est de la bonne entente ou il y a un cadre réglementaire? Il y a un droit coutumier qui existe, qui a été formalisé. Auparavant, ça s'appelait le truchelu. Maintenant, on l'a réactualisé. C'est les us et coutumes de la Dombe. En quoi ça consiste? C'est un ensemble de règles qui définit les bons usages de l'eau. Donc, à la fois sur les obligations d'entretien des structures de l'étang, également sur la circulation de l'eau. L'ordre de vidange dans les chênes qui doit être respecté, etc. Voilà. Imaginons que l'étang le plus en aval, pour pouvoir se remplir, doit être vidé en premier pour bénéficier de l'eau des étangs en amont. Voilà, on va poser la question à François Guillemin. C'est facile à faire? Oui, pour compléter ce qu'a dit Jules, alors la nature humaine souvent communique plus ou moins bien, donc on a beaucoup amélioré la communication entre les pisciculteurs et les règles, les usages des étangs de la Dombe y a contribué. On a fait un gros travail. Comme Jules le disait, on n'est pas propriétaire de l'eau, on est usufruitier. Et pour illustrer la chose, donc mon étang principal est en tête, c'est-à-dire qu'il est en tête du bassin versant, c'est le premier. Et donc, il est important que j'informe les propriétaires des étangs en aval pour qu'ils puissent récupérer mon eau, pour pouvoir eux-mêmes remplir leurs étangs. Donc, concrètement, j'ai un petit étang que je vais pêcher le 2 octobre, un autre le 21 octobre prochain, et j'ai prévenu mes voisins du dessous, en coordination avec le collecteur de poissons, des dates de pêche, de façon à ce qu'ils s'organisent pour pouvoir récupérer, c'est pas mon eau, mais l'eau venant de mes étangs, le moment venu. Et donc il y a une vraie expérience d'une gestion territorialisée et commune ici d'une ressource. Et la communication, et là, réellement de grands progrès ont été faits dans le monde de la pisciculture dombiste, et je pense que notre association y a grandement contribué parce qu'il y a des formations, on met ensemble tous les acteurs, donc les collecteurs ce sont qui viennent ramasser les poissons avec leurs camions, il y a les pisciculteurs, il y a les naisseurs. Il faut que chaque maillon de la filière soit... Voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie, même si tout est fragile. Alors, Jacques Aristide Perrin, un mot sur ce sujet? Oui, je voulais simplement intervenir pour expliquer, mettre en perspective en fait justement ces règles d'entretien, l'exemple qu'a pris François sur le calendrier de pêche. Tout ça reflète en fait un mode d'organisation, de structuration du territoire, des acteurs, puisqu'ils sont interdépendants. Les usages des uns font qu'il y a une obligation justement à gérer l'environnement pour que ça ne se répercute de manière positive sur les autres. Et tout cela en fait met en perspective, tu l'évoquais tout à l'heure en introduction, les différents usages en fait de ce territoire. Il y a des cycles à respecter, puisque à savoir que la pisciculture évidemment est un usage, mais il y en a d'autres. L'agriculture, ça a été évoqué lorsque l'étang est en à sec, mais François parlait tout à l'heure aussi de la chasse. Voilà, les propriétaires peuvent aussi louer les étangs à la chasse, mais également d'autres usages indirects comme le tourisme. Et ça, c'est quelque chose d'important justement à prendre en compte, cette complexité-là des usages, puisqu'elle intervient justement comme facteur fort pour trouver le bon équilibre des pratiques pisciculture et de gestion, protection de l'environnement. Très bien. Alors avant qu'on passe sur le second axe finalement de notre rencontre, qui est aussi le changement climatique, vous avez quand même peut-être pas encore abordé un sujet, mais pour avoir potassé un peu avec vous la pisciculture, vous ne nous avez pas parlé des espèces aussi qui vous posent problème. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est pas simplement quelque chose que vous aménagez pour le positif et le meilleur, mais vous nous avez aussi parlé d'espèces qui finalement sont des prédateurs,
concrètement pour les pisciculteurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller piocher la ressource là où on aimerait bien que justement qu'ils n'y touchent pas. Qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les problèmes? Gilles Blanc, alors, peut-être. Oui, tout à fait. En fait, on a l'impression, là, peut-être sans connaître ce mode de production, que c'est facile, que on met des poissons en début de saison puis on les retrouve. Il n'y a rien à faire. Voilà. Mais c'est un vrai métier. C'est une profession qui, au niveau français, est en déprise totale sur la pisciculture d'étang, et tout simplement parce qu'on a une pression croissante des oiseaux piscivores sur nos productions, notamment le grand cormoran qui a vu ses effectifs exploser, mais pas que, hein, on a aussi des problèmes avec tout ce qui est échassier, donc les grandes aigrettes, les aigrettes garzette, le héron cendré, le héron pourpré. Des problèmes, ça veut dire en fait, c'est des oiseaux qui mangent du poisson. Donc quand vous les avez sur les étangs, ils mangent votre production. Et en plus, c'est des espèces qui ont un statut d'espèce protégée. Donc on est un peu ennuyé avec ces oiseaux. Ça a beaucoup contribué à l'arrêt de la pisciculture d'étang dans d'autres zones d'étang de France, hein, la Camargue, la Sologne. Voilà, donc c'est vraiment une problématique compliquée pour nous. Ça complique énormément notre travail. Ça a dû nous pousser à changer nos pratiques d'élevage, à pêcher plus tôt, à mettre des protections passives sur les étangs. On a des propriétés où les gens passent tous les jours pour effaroucher les oiseaux piscivores. C'est une situation qui est dramatique sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut s'adapter à la période de présence de ces oiseaux qui pour certains migrent? Alors on a des pistes de solutions. On n'a rien qui fonctionne à 100% et qui soit extrêmement efficace. En général, on pêche les étangs un petit peu plus tôt parce que le cormoran, qui est l'espèce qui nous pose le plus de soucis, est migrateur. Il est surtout présent là l'hiver, en Dombes. Donc on pêche les étangs au tout début de l'automne, on stocke le poisson dans des petits étangs vidangeables, des petits bassins qu'on peut protéger plus facilement. On ressort notre poisson au printemps pour empoisonner les étangs. Et quand le cormoran est parti, quoi. Mais voilà, et on a aussi développé des systèmes de protection passive qu'on peut mettre dans les étangs, des zones de refuge avec des filets, des tunnels, des choses comme ça pour protéger le poisson. J'ai le sentiment que c'est important parce qu'avec cet exemple-là, on voit que le pisciculteur, il est au milieu d'un environnement, mais un environnement qui va lui permettre de faire tourner son étang, son écosystème, mais aussi avec un environnement qui n'est pas forcément là pour respecter le fait que c'est le poisson qui va pour l'alimentation humaine. Et donc finalement, est-ce que ça demande pour le pisciculteur d'avoir une connaissance fine et précise des espèces, de l'habitat avec lequel il joue, avec lequel il produit, justement pour s'adapter au mieux? C'est ça, en fait, il faut être un très bon connaisseur de la nature pour s'adapter, Joël Robin. Oui, je pense qu'il faut être effectivement quelqu'un qui connaît les équilibres des étangs. Nous, on s'appuie dans nos sciences à nous en hydrobiologie pour comprendre le fonctionnement des étangs sur la connaissance empirique, visuelle, j'allais dire, du pisciculteur, parce que souvent, le pisciculteur, il est entraîné à voir des étangs, évidemment, et il a un savoir, sinon inné, acquis par son expérience de pisciculteur. Donc nous, ça nous intéresse vraiment de nous appuyer là-dessus. On échange beaucoup d'informations et nous, modestement, en suivant des étangs pour notre recherche, on essaye de rebasculer aussi de l'information, communiquer sur l'information qu'on glane à chaque fois qu'on va sur les étangs, c'est-à-dire toutes les 3 semaines pendant la saison de production entre mars et septembre, pour leur redonner de l'information plus, entre guillemets, scientifique. Mais oui, je pense que le pisciculteur se doit d'être un bon écologue en général pour comprendre comment son étang fonctionne. Ouais. Eh bien, je vous propose qu'on se garde un petit peu du temps pour passer à ce qui nous intéresse beaucoup aussi, puisque c'est comme un des sujets du projet européen Ponderful pour lequel vous êtes des acteurs et des participants, le changement climatique. Donc là, on a bien compris les étangs, l'environnement, la biodiversité, cette fonction d'être un écosystème, donc de gérer ces règles naturelles-là. Est-ce que par rapport au changement climatique, il y a des dangers, des changements prévus ou constatés déjà? Est-ce que par exemple François Guillemin, vous avez déjà finalement une évolution de votre métier par rapport au changement climatique? Oui, on a depuis quelques années des temps, des pluviométries qui sont très erratiques. Donc pas très prévisibles. Pas très prévisibles. Avant,
Enfin, les étangs étaient pleins au début de printemps et il n'y avait pas trop de soucis. On a eu en 2020 une pluviométrie très particulière où pendant la période où il aurait dû tomber de la pluie, il n'a pas tombé de pluie. Donc on a eu des étangs qui devenaient secs, enfin qui ont dû être pêchés en été parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et donc il faut qu'on s'adapte autant que faire se peut à ces nouvelles conditions météorologiques. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Joël. Oui, Joël. Donc sur la disponibilité en eau, en fait, finalement, Joël. Oui, tu résumais, François, l'année 2020 qui est assez atypique parce qu'il a tombé 5 fois moins d'eau pendant la phase de remplissage entre décembre et mars, approximativement sur la Dombe. Par rapport à une année normale. Donc les étangs, en fait, il y a une phase de go-no-go sur la pisciculture qui va être le mois de mars-avril. Est-ce qu'on met des poissons ou pas en fonction du taux de remplissage de l'étang. Et c'est un gros risque de mettre des poissons lorsque l'étang il est à moitié rempli. Donc il y a vraiment cette phase de remplissage qui joue le rôle de... Enfin, c'est un peu le juge de paix de est-ce qu'on va faire de la pisciculture cette année ou pas. Et en 2020, comme on était entre les deux, il y a pas mal de pisciculteurs, comme tu le disais, François, qui ont été obligés de pêcher en plein mois de juillet. Donc ça, on a l'impression que c'est vraiment subi. Il y a pas de... C'est carrément subi, pas en 2021 puisqu'il y a tombé près de 400 mm, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, donc tant mieux. Voilà, mais cette phase de remplissage est vraiment importante et du fait un peu de l'instabilité des pluviométries pendant certaines phases, notamment la phase hivernale qui était normalement une des plus humides en Dombe. Maintenant, c'est le mois de mai ou le mois de juillet qui sont les plus humides. C'est très très étonnant. Donc il y a cette phase-là de remplissage. Ouais. Voilà, donc après cette phase de remplissage, on a bien rempli ou moyennement rempli son étang. Bon, le niveau d'eau de l'étang ne va pas augmenter avec l'arrivée de l'été. On se rend compte qu'avec les chaleurs et les canicules qu'on subit de plus en plus régulièrement pendant le mois de juin, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps quand même, ou juillet ou début août, enfin, c'est souvent à cette période-là qu'on a les plus fortes températures. Les plus fortes canicules, on peut perdre progressivement par évapotranspiration, l'évaporation de l'eau de l'étang, on peut perdre 1-2 cm par jour. Donc, pour des étangs qui font en moyenne 1 mètre de profondeur ? Voilà, c'est-à-dire que sur une année 2020 qui a été terrible, en plus du problème de remplissage, on a pu perdre jusqu'à 50 ou 60 cm d'eau dans les étangs. Donc ça veut dire que le volume est diminué par 3, divisé par 3, et que là on a des gros problèmes de simple disponibilité en eau. Mais si c'était seulement ça, le problème des fortes chaleurs et aussi de la baisse du volume d'eau fait qu'on a de moins en moins d'oxygène dans l'eau. C'est-à-dire, la chaleur joue sur le taux d'oxygène dans l'eau. Voilà, alors elle joue physiquement en diminuant la solubilité de l'oxygène dissous dans l'eau. Oxygène dissous qui sert quand même, entre autres, à approvisionner en oxygène tous les organismes aquatiques. Dont les poissons. Donc vraiment, c'est un gros problème. Donc, plus il fait chaud, moins il y a d'oxygène. C'est clair. Et l'autre chose, c'est que comme plus il fait chaud, moins on a d'eau aussi, et ben, en quantité, comme le volume d'eau baisse, on a moins d'oxygène aussi juste au total. Quoi. Et pour un poisson, le problème d'oxygène va causer potentiellement des mortalités. C'est quelque chose que tu as constaté dans tes étangs, François ? Oui. C'est quelque chose qui s'est accentué ces dernières années avec le réchauffement où on a des étés très chauds. Il y a quelques années, au mois de septembre, par un jour orageux. Donc au mois de septembre, les nuits sont longues. Et pendant la nuit, les plantes produisent du gaz carbonique. Et un matin, j'avais 1 tonne de carpes le ventre en l'air. Et donc, au niveau des piscicultures, on essaye de se protéger contre... Pour être très clair, ça veut dire qu'elles étaient mortes à la surface de l'étang. Elles étaient mortes. Alors la nature fait bien les choses. Au bout de quelques jours, elles ont été métabolisées. Bon, il y a eu 2-3 jours où ça sentait un peu fort. Et donc depuis, j'ai des aérateurs
que je mets en route la nuit, donc pour pouvoir apporter de l'oxygène aux poissons. Alors ici, aérateur, ça veut dire en gros, il y a une machine quelconque, un équipement qui brasse l'eau. Qui brasse l'eau et qui envoie... Pour l'aérer. Oui. Alors on a d'autres choses qu'on fait pour... Comme l'ont dit Jules et Joël, on chaule les étangs. Et le fait de chauler les étangs permet de mieux tamponner le pH. Et donc, quand le pH convient mieux, les poissons sont plus costauds. Enfin. Et puis, il y a aussi ce qu'on envisage de faire en étant mesuré, c'est que quand les étangs sont reprofilés en période d'assec, peut-être les approfondir un petit peu au niveau de la pêcherie pour qu'il y ait plus épais d'eau. D'accord. Et il y a quand même un gradient thermique et au fond, l'eau est un chaud. peu plus fraîche. Voilà ce que... Alors, est-ce qu'il y a des effets, des impacts plus sévères sur des espèces de poissons que d'autres ? Est-ce que ça peut se gérer au niveau de l'espèce, Jules Blanc ? Oui, en fait, on a des espèces qui sont plus ou moins adaptées face aux fortes chaleurs et au manque d'oxygène. La carpe résiste assez bien. Heureusement, c'est un poisson qu'on produit beaucoup. Après, on va dire que les plus sensibles restent quand même le brochet et le sandre, donc les deux espèces carnassières. On n'a pas une grande marge de manœuvre sur l'introduction de nouvelles espèces plutôt adaptées au changement climatique et aux fortes chaleurs. Il y a à travers le monde, il y a des espèces qui sont plus robustes et qui pourraient convenir. Nous, on a des freins réglementaires sur l'introduction de nouvelles espèces, puis c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire non plus. Voilà, mais c'est vrai qu'en termes d'adaptation au changement climatique, on a posé un peu toutes les cartes sur la table pour voir ce qui était possible. D'accord. Alors, quand même, je vais me tourner vers Joël Robin, parce qu'il me semble que dans le projet Ponderful, le changement climatique, il n'y a pas que des effets subis pour lesquels on ne peut rien faire. Il y a aussi l'idée de se servir des étangs ou des paysages d'étangs comme étant des choses potentiellement utiles pour lutter contre le changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Alors oui, certes, si on regarde tout ce qu'on a dit pour le moment juste sur le réchauffement climatique, on voit que des risques, mais qui sont concrets. Hein. On voit par exemple dans certains pays européens une disparition de pratiquement tous les étangs, c'est tragique. En Europe continentale, dans le sud, dans l'arc méditerranéen, il y a une disparition mais très claire des étangs, c'est-à-dire qu'ils ont de l'eau 3 mois par an et après ils sont asséchés. Donc on a vu ça avec Jacques à Berlin ou en Espagne, c'est tragique, quoi. Alors là, de faire de la pisciculture, on n'y est pas, quoi, hein, très clairement. Et donc la disparition de ces étangs, c'est un problème. Ouais, la disparition de ces étangs, c'est de dire qu'on estime depuis le milieu du 19e siècle qu'il y a 60% des étangs qui ont disparu en Europe. Et les étangs sont en grande partie le siège de la biodiversité continentale, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de la moitié des espèces qui vivent sur le continent européen qui sont liées à ces petits milieux ou alors à des milieux un peu plus grands comme les lacs. Donc on fait mal à la biodiversité indirectement. Mais pour revenir sur les côtés positifs, et on prend certes dans Ponderful les étangs comme des solutions contre le réchauffement climatique, je pense qu'il y a 2 points principaux qu'on essaye d'étudier. Le premier point, c'est de voir de quelle manière on arrive à entretenir un régime microclimatique, un petit microclimat autour des étangs. Donc là, par exemple, en Dombes, on a implanté pas mal de stations météo pour suivre de manière beaucoup plus fine que ce que peut faire Météo France ou autre, les variations thermiques, les variations de pluviométrie, et Dieu sait qu'on apprend des choses, ma foi, sur cet aspect climatique. Voilà, ça c'est un peu reconnu, mais on essaye de vraiment de le montrer. Et puis l'autre chose qu'on étudie, c'est au sein d'un territoire comme la Dombe qui a certes des étangs, mais aussi il y a la production agricole, les forêts, etc. En quoi les étangs contribuent à être puits de carbone, on dit, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on stocke du carbone. Et vous savez que le carbone, c'est un des éléments importants dans le cadre du réchauffement climatique, parce que c'est l'augmentation du taux de carbone et notamment de CO2 dans l'atmosphère qui fait que
finalement l'atmosphère se réchauffe et qu'on subit ce changement climatique. Donc Alors, clairement concrètement, comment l'étang stocke du carbone? alors l'étang stocke du carbone en produisant tous les organismes à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire que pour produire, par exemple, une plante aquatique, une algue ou indirectement du poisson ou du plancton, on va prendre des nutriments, de l'azote, du phosphore, de la lumière, comme je disais tout à l'heure, et du carbone. Donc tout ce qui va être productivité interne ou en bordure du milieu aquatique va stocker du carbone. Mais pour le moment, c'est un front de recherche un peu nouveau, parce que pour le moment, on n'a pas trop d'idées si on va être très très puits ou peut-être source, Donc, c'est-à-dire de rejeter plus de carbone. À quel point le bilan il est positif, neutre ou négatif? C'est ça. Donc c'est une vraie question de recherche et il y a quelques publications ces dernières années qui parlent de ça, mais on sait pas trop où on va. Mais le but, c'est quand même de voir que dans certaines périodes, notamment la période de production piscicole notamment, on stocke plus de carbone qu'on en relargue dans l'atmosphère. Ça, sur le terrain, Jules Blanc, François Guillemin, c'est des choses que vous ressentez, votre rôle potentiellement pour influencer, jouer un rôle positif sur le changement climatique, ou là on est vraiment sur une perspective qu'on souhaite, mais on ne sait pas trop encore comment faire? Très clairement, pas vraiment. Enfin, ouais, d'accord, ça fait pas du tout partie aujourd'hui des choses que vous pouvez piloter. On a d'autres problématiques je dirais peut-être plus concrètes pour les exploitants que les bilans carbone de leurs étangs. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage, mais on est sur une fonction recherche plus que là, pisciculteur. Oui, c'est un peu éloigné de la production. François Guillemin? Moi, je n'ai pas la réponse. Heureusement qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'étang et des pourtours de l'étang, je suis impressionné par la quantité de végétation. Donc végétation qui va stocker du carbone, comme voilà, le dit. si ça fonctionne comme les arbres, mais c'est impressionnant. L'étang et les plantes et le pourtour avec les typhas et les phragmites, c'est impressionnant. J'imagine que ça doit stocker du carbone. Alors, a priori, ouais. Au moins un petit peu. Mais bon, le milieu aquatique est avec la forêt, le biome, enfin le type d'écosystème qui évidemment, normalement, fixe le plus de carbone. Après, avoir nos résultats, je ne sais pas. Et puis après, par rapport à évidemment les conséquences que ça pourrait avoir, je pense qu'on va bientôt parler de bilan carbone un peu partout. Je pense que ça a l'air bien parti. Ouais. Dans une décennie, ce sera peut-être une loi du marché du carbone, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il va y avoir des choses autour des différentes productions, autour de ce bilan carbone. Donc, c'est pour ça qu'on étudie aussi ça de près. Eh bien, en tout cas, j'espère qu'on vous réentendra plus tard sur les résultats justement de ces recherches. François? C'était juste un mot. Joël évoquait l'importance de ces zones aquatiques, et la Dombes est une zone de passage migratoire des oiseaux qui viennent du nord. Et c'est impressionnant de voir les passages d'oiseaux. Bon, il y a tous les canards, les anatidés, mais chaque année, en octobre et en avril, j'ai des balbuzards pêcheurs qui passent, qui font le Saint-Esprit et qui me prennent des carpes. Et là, je trouve que c'est bien. Et on parlait des lacs. Dans un lac, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Et ce qui fait que notre Dombe est exceptionnelle, c'est que les étangs ils sont peu profonds. Donc les canards, tous les limicoles peuvent s'y nourrir. On a un habitat ici qui est extrêmement riche. En plus de la pisciculture, c'est essentiel. Ça fait partie de la beauté du métier de pisciculteur. Et pas juste en période où l'étang est plein, mais en période où l'étang a été vidé. Juste après, on peut avoir des centaines de limicoles. J'avais il y a 2 ans 200 courlis cendrés, des chevaliers gambettes, c'est extraordinaire. Donc c'est important de préserver cet écosystème. Pour la pisciculture, c'est parfait, parce que comme ça, tous nos auditeurs pourront aller se faire un petit répertoire de noms d'espèces un petit peu nouveaux qu'on n'a pas l'habitude, c'est très bien. Alors, Jacques Aristide Perrin,
Peut-être le mot de la fin ou la conclusion, toi qui regardes ces étangs avec un peu plus de recul, avec justement en approchant ces notions de multifonctionnalité, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Qu'est-ce que tu as envie de partager aussi pour ceux qui nous écoutent ? En effet, évoquer le sort des étangs a permis de mettre en lumière leurs valeurs intrinsèques, leur qualité environnementale, comme on dit, d'une part, mais aussi leur utilité dans et pour un territoire, et ce qui est le cas évidemment de la Dombes, à travers la pisciculture et l'agriculture, et pour les acteurs locaux, la population, puisque comme on l'a dit, il y a toute une filière derrière, avec différents métiers, et ça c'est important de le rappeler, puisque cette ressource piscicole, justement, profite à la fois à ces acteurs-là, d'un point de vue économique, mais également crée des paysages et fait venir des activités récréatives, etc. Et tout cela, en fait, donc c'est l'exemple de la Dombe, mais on étudie sur d'autres territoires à travers Ponderful, donc Ponderful qui est la contraction de Ponds en anglais, les étangs, et Wonderful, merveilleux. L'idée, c'est vraiment de valoriser ces étangs d'un point de vue environnemental, mais aussi, comme Joël l'a indiqué, de rappeler justement que ces étangs peuvent être des atouts pour s'adapter, pour contrer, entre guillemets, toute mesure, proportion gardée, les effets du changement climatique. Et c'est pour ça qu'on ambitionne de mieux connaître ces milieux-là, de les évaluer, étudier leur fonctionnement, pour savoir quelle peut être la bonne solution à adopter par rapport aux menaces décrites. Il y a des solutions qui existent. Pour l'exemple de la Dombe, je vais en parler rapidement. Il y a nombre de propositions qui ont été formulées. Je laisserai chacun juger du bien fondé. Il y a par exemple le label Ramsar en ce moment qui est étudié, qui récompense les sites des zones humides préservées. Il y a différentes signatures de chartes locales, le livre blanc justement en ce moment qui a été signé dernièrement sur le territoire de la Dombe, des candidatures à des projets, alors que ce soit de recherche mais aussi d'action politique publique, comme le programme Leader aussi, qui apporte des financements européens, ou alors aussi un projet avorté du parc naturel régional en Dombe. Donc voilà, à choisir justement ces acteurs-là, quelle est la meilleure solution pour l'avenir et pour pouvoir continuer cette production-là et garantir la préservation de ce milieu comme l'indiquait François. Pour finir, pour celles et ceux intéressés pour creuser en fait ce thème de la pisciculture en Dombe, je vous propose différents supports possibles. Il y a un reportage qui est disponible en ce moment sur le site internet de la chaîne d'Arte qui s'appelle La Dombe, un paradis aquatique méconnu, invitation au voyage, et qui fait bien justement le parallèle entre la pratique de la pisciculture aujourd'hui et les pratiques ancestrales, avec un volet sur la biodiversité qui est très intéressant. Il y a une bande dessinée aussi qui est également en projet, qui devrait sortir à la fin de l'année chez un éditeur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Croix Édition. Croix, évidemment, jeu de mots, et qui édite une série de BD qui s'appelle Chronique en Dombe, excusez-moi, et il y aura un numéro un peu spécial sur les étangs. Et enfin, je vous invite directement à vous rendre sur ce territoire pour découvrir par vous-même à quoi ressemblent justement ces chaînes d'étangs, comment elles fonctionnent, et vous jugerez par vous-même de leur valeur. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Clairement, c'était une petite heure passée avec vous très très riche. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont réalisé à quel point on a affaire à un habitat et à un milieu extrêmement riche, diversifié, complexe, et dans lequel il y a une myriade de sous-thématiques, items à creuser. C'était un plaisir de vous avoir tous les quatre, on était nombreux. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci également à Lizara de rendre ce podcast possible. Et dernier petit message pour vous dire que le 15 et 16 octobre 2022 se tiendront les journées découvertes de la Dombe. Si ça vous intéresse, regardez dans la description, on vous a mis le lien de l'événement. En attendant le prochain épisode, salut!